et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Henri Chabadel, responsable des investissements chez BlackRock pour la France. Bonjour Henri. Bonjour Laurent. Alors Henri, c'est notre rendez-vous traditionnel pour parler perspectives économiques. On attaque le dernier trimestre de l'année et finalement tout ce qu'on a décrit dans nos précédents numéros de l'Actu Bourse sur les perspectives macro est encore à l'œuvre. Inflation élevée, resserrement monétaire, crise énergétique, conflit ukrainien. Je crois que j'en oublie pas. Mais la différence, c'est que maintenant, ce qui revient de plus en plus dans les chroniques, c'est le mot récession. Est-ce que c'est désormais la prochaine étape qui nous attend ? C'est la prochaine étape, très certainement en Europe. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de grand doute. Ce n'est pas une question de si, c'est plutôt une question de quand. D'accord. Pour certains pays, sans doute, on y est déjà. Pour d'autres, c'est... L'Allemagne peut-être ? L'Allemagne peut-être. Ouais. Pour d'autres pays, c'est un phénomène qui va être peut-être un peu moins marqué, mais peut-être un peu plus long. En tout cas, en Europe, malheureusement, vu la violence du choc, on ne voit pas très bien comment ce bloc pourrait y échapper. Tout simplement parce que c'est la zone européenne qui est au cœur de la crise, vraiment dans l'œil du cyclone, de ce choc énergétique qui impacte forcément les fondamentaux de l'activité économique. En revanche, quand on regarde le reste du monde, et c'est là où il faut peut-être, même si on est européen, trouver des raisons de positiver, on va dire. Alors, trouver des raisons de positiver et aussi sortir d'une certaine forme de focus centré sur ce qu'on connaît, ce qu'on a autour de nous. C'est-à-dire, si on écoute des gérants américains, si on écoute des gérants asiatiques, on se rend compte que la tonalité du discours est un petit peu différente. Tout simplement parce que ces deux blocs, le bloc américain, le bloc asiatique, n'avaient pas du tout les mêmes fondamentaux économiques avant d'entrer dans cette année 2022, et ils ne sont pas impactés de la même manière par le triple choc que nous vivons, le choc post-Covid, évidemment le choc Covid qu'on a vécu à nouveau de manière perlée en Chine, et surtout le choc énergétique qui est celui que nous vivons de manière extrêmement sensible en Europe. Et donc finalement, les perspectives ne sont pas tout à fait les mêmes. Les États-Unis, par exemple, sont rentrés dans cette année 2022 avec une économie qui était à la limite de la surchauffe, et donc toutes choses égales par ailleurs, ils devaient appuyer sur le frein. Et donc finalement, ils appuient sur le frein de manière un peu plus significative, prononcée, parce qu'il y a plus d'inflation, et cette inflation est en partie une inflation qui est consécutive à la crise énergétique. Mais c'est d'abord et avant tout une inflation associée à la surchauffe économique aux États-Unis, aux conséquences du redémarrage économique post-Covid. Et la Banque centrale américaine, la Fed, après peut-être avoir trop attendu en 2021, a décidé finalement à la fin de l'année 2021, au début de l'année 2022, de changer de tempo, et d'y aller de manière très franche et très radicale, de manière à lutter contre la tension inflationniste qui était en train de s'installer aux États-Unis. De ce point de vue-là, elle est partie avant beaucoup d'autres banques centrales. Elle va sans doute terminer le travail avant d'autres banques centrales, ce qui signifie que le choc, cette fois le choc de liquidité, qui est la conséquence de ce resserrement monétaire de la Banque centrale américaine, ne sera peut-être pas forcément aussi long et donc avec des conséquences aussi durables que parfois ailleurs dans le monde. Bon, conséquence aussi directe de cette différence de comportement entre les zones. Vous l'avez dit, une économie américaine qui va pas si mal, un dollar qui est fort, un euro qui est plus faible, qui va venir également renchérir notre facture énergétique. En même temps, on dit que quelquefois c'est bon pour les sociétés exportatrices. Si je me replace de nouveau du côté européen, qu'est-ce qui l'emporte dans cette équation ? Alors j'ai envie de répondre, ça dépend. Ça dépend de votre point de vue. Parce que effectivement, si vous êtes une société exportatrice, une baisse de l'euro, c'est un gain de compétitivité. Donc vous gagnez finalement, grâce à cette baisse de l'euro, un potentiel de part de marché, de compétitivité par rapport à vos concurrents, en particulier les concurrents de la zone dollar, qui eux voient leur devise s'apprécier. Donc pour les sociétés exportatrices, pour les sociétés qui sont très exposées à la croissance globale, cette baisse de l'euro, c'est plutôt une bonne nouvelle. Malheureusement, ce sont un peu les seuls pour qui c'est une bonne nouvelle, parce que si vous regardez les consommateurs, si vous regardez les entreprises qui sont plus orientées vers le marché local, si vous regardez aussi les gouvernements, si vous regardez l'inflation, si vous regardez le banquier central, cette baisse de l'euro, c'est quand même plutôt une mauvaise nouvelle, tout simplement parce que dans une période de choc énergétique, dans laquelle naturellement les prix de l'énergie ont vocation à monter, l'Europe ne produisant que très peu d'énergie, elle achète son énergie à l'extérieur, l'énergie s'est libellée en dollars, et donc quand votre devise baisse, ça veut dire que le coût de votre facture énergétique augmente. Et donc ce faisant, l'inflation que vous importez en zone euro liée à ce renchérissement des prix des matières premières est aussi plus forte. Et c'est la raison pour laquelle la Banque centrale européenne
même si le choc sur la croissance est beaucoup plus fort en Europe qu'il ne l'est ailleurs dans le monde, la Banque centrale européenne ne pouvait pas faire autrement que, elle aussi, normaliser la politique monétaire, peut-être la resserrer demain, de manière à essayer d'enrayer la chute de l'euro. Si je reprends ce que vous disiez sur les États-Unis, on a des chiffres de l'emploi qui sont encore bons. On a une plus grande indépendance énergétique aussi. Est-ce que cette monnaie forte, le dollar, un peu valeur refuge en ce moment, est-ce que c'est vraiment la zone peut-être en termes d'investissement, de placement à privilégier en ce moment? Je crois que d'un point de vue économique, déjà, avant de parler de la perspective financière, d'un point de vue économique, il est indéniable que les États-Unis sont mieux positionnés que l'Europe et sans doute que d'autres zones dans le monde, dans ce contexte de très grande incertitude et de triple choc que j'évoquais tout à l'heure. Alors après, malheureusement, ils ne sont pas pour autant immunisés. D'accord ? Donc la question que vous posez, on peut l'apprécier avec deux angles. L'angle absolu, c'est-à-dire est-ce que c'est positif ou négatif pour l'économie américaine ? Malheureusement, quand vous avez un choc économique, c'est rarement positif pour l'économie américaine dans l'absolu. En revanche, en relatif, c'est positif. Quand vous avez des fondamentaux économiques qui sont relativement meilleurs que dans les autres zones économiques. Quand vous avez un mix énergétique qui est meilleur et qui est surtout moins dépendant de l'extérieur, quand vous avez la devise qui est la devise de financement mondial, évidemment, ça aide. Vous êtes beaucoup moins sensible au choc et donc relativement aux autres zones, ça vous avantage énormément. Et évidemment, quand on investit sur les marchés financiers, il y a l'appréciation absolue qu'on peut former sur une économie ou sur des actifs, et il y a surtout l'appréciation relative, parce qu'un marché financier, c'est finalement la somme des choix que font les intervenants entre certains actifs par rapport à d'autres actifs. Il est évident que si à un moment donné, le constat est partagé que les États-Unis ont de meilleurs fondamentaux, vont mieux traverser cette crise, le capital va plutôt se réallouer de manière préférentielle sur les actifs américains, et donc ça va soutenir les valorisations et demain les performances des actifs américains. Alors quand même, j'ajoute un mais à cela, le fait qu'aujourd'hui, la Banque centrale américaine, je l'ai dit tout à l'heure, agit de manière résolue pour lutter contre l'inflation. Elle agit de manière tellement résolue qu'on peut quand même se poser la question de savoir si elle ne risque pas à un moment donné de casser la dynamique de croissance. D'appuyer trop fort sur le frein. Voilà. Pour le moment, il est difficile d'en juger. Elle est déterminée, elle est résolue. Ce qu'on peut constater, c'est que les marchés croient à cette stratégie. Les anticipations d'inflation de long terme restent ancrées. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'elle aille trop loin dans ce discours et qu'effectivement, à resserrer trop et trop longtemps, elle casse la dynamique de croissance des États-Unis et donc finalement, elle provoque une crise avec des effets cette fois durables sur l'appareil productif américain. Personnellement, ce n'est pas notre scénario central. C'est-à-dire que BlackRock, on considère qu'elle n'ira pas jusqu'au bout de tout ce qu'elle nous annonce aujourd'hui. Mais il faut quand même être prudent parce qu'on vit dans un contexte incertain et donc on ne peut pas forcément se projeter dans l'avenir avec un niveau de confiance trop élevé. Bon, justement, un contexte incertain sur les marchés aussi. On a le sentiment, Henri, notamment là aussi, si on regarde le CAC 40, qu'on navigue beaucoup à vue des volumes faibles, de la volatilité. Comment finalement ont évolué les différentes classes d'actifs? Et puis là aussi, qu'est-ce que vous privilégiez au moment où on se parle? Et alors qu'on voit ressurgir quand même une thématique dont il faut parler, l'obligation corporate qui fait son grand retour, les obligations d'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, pour répondre sur le dernier point, les obligations d'entreprise, oui. C'est une classe d'actifs au sein de l'univers obligataire qui aujourd'hui a vraiment retrouvé un véritable intérêt pour les investisseurs. On a des grands gérants américains qui aujourd'hui préfèrent se positionner sur ce segment en se disant le contexte étant incertain, on doit attendre encore quelques mois, le temps de pouvoir juger si la Fed ira trop loin, pas trop loin. Où est-ce qu'on peut investir en attendant d'y voir plus clair? Les obligations d'entreprise américaines de bonne qualité, ce qu'on appelle de nature investment grade. Il y a un relatif consensus aujourd'hui de la part de nos gérants pour utiliser cette classe d'actifs comme étant un actif d'attente. Après, c'est une question d'horizon. Parce qu'évidemment, sur un horizon court, quand on veut se prémunir contre la volatilité des marchés d'actions, et on a beaucoup de volatilité, c'est normal parce que la volatilité, c'est le reflet des incertitudes. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur un point maximum d'incertitude, quelle que soit la zone géographique et quelle que soit l'origine même de cette incertitude. Donc évidemment, quand on veut s'affranchir de la volatilité des marchés à court terme, il faut aller chercher des actifs qui sont plutôt des actifs de portage, ce qu'on appelle des actifs de rendement, et les obligations d'entreprise de bonne qualité sont définitivement dans cette catégorie-là. Sur des horizons plus longs, pour les investisseurs qui peuvent supporter la volatilité des marchés, il ne faut pas oublier que la volatilité, c'est aussi
ça peut aussi être une opportunité d'investissement parce que les marchés, vous disiez, ils naviguent à vue. En fait, ils cherchent sans arrêt à trouver le bon niveau de valorisation qui correspond à un contexte qui est incertain, qui est fluctuant et sur lequel, à un moment donné, en fonction des informations qui leur parviennent, ils peuvent avoir une interprétation plutôt positive ou plutôt négative. Donc, le juste prix est quelque part dans une fourchette aujourd'hui d'oscillation, celle que l'on observe sur les marchés d'actions depuis le début de l'année. Investir régulièrement sur les marchés d'actions, même dans un contexte d'incertitude, c'est plutôt quelque chose qui est rationnel, mais cette fois avec un horizon long. Donc, pour répondre à votre question, on va dire pour un horizon court, plutôt des obligations d'entreprise de type investment grade, et d'ailleurs plutôt américaines de ce point de vue-là, parce que leur potentiel de rendement est désormais attractif. Sur un horizon long, on va dire que les actions conservent toujours notre préférence, mais en investissant régulièrement et de manière diversifiée. Bon, on va terminer par une question boule de cristal. Je suis sûr que vous en raffolez, Henri. Alors que se dessine cette fin d'année en bourse, est-ce qu'on peut espérer ce traditionnel rallye de fin d'année? Le rallye de fin d'année, c'est ce mouvement haussier des marchés qui vient quelquefois, mais pas toujours, couronner l'année en bourse. Est-ce que voilà, il est là, et puis des fois, il n'est pas au rendez-vous? Il l'a plus souvent qu'à son tour en général. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu le petit cadeau de fin d'année du Père Noël sur les marchés financiers. On ne sait pas trop comment l'expliquer d'ailleurs, à quoi cela tient, sans doute un positionnement d'optimisme à l'heure de fermer les comptes pour une année donnée et de se projeter dans la nouvelle avec un horizon qui est finalement plus long, c'est un horizon d'1 an. Je crois que cette année, c'est vraiment difficile de répondre à votre question parce que quand l'environnement est aussi incertain, et surtout quand le niveau des anticipations de marché est aussi sensible à la publication de quelques chiffres, en particulier les chiffres d'inflation aux États-Unis, au discours de quelques-uns. Et avec des réactions de marché qui sont parfois surprenantes par rapport aux chiffres. Oui, c'est vrai. On a vu sur les publications des chiffres d'inflation américains récemment. Et aussi au discours de quelques-uns, en particulier le discours des banquiers centraux américains. On se rend compte que les marchés ont la capacité de s'ajuster très vite à des bonnes ou à des mauvaises nouvelles, et ce dans les deux sens. Donc finalement, ils peuvent beaucoup bouger, dans un sens comme dans l'autre. Chez BlackRock, on considère que sur un horizon court, c'est-à-dire si vraiment on a un horizon d'investissement très court, il est trop tôt aujourd'hui pour revenir sur les marchés d'actions, parce que justement l'incertitude associée est trop forte. Mais, et évidemment c'est un mais, on ne devrait jamais investir sur les actions avec un horizon court. Voilà. L'horizon naturel des marchés d'actions, c'est 5 ans, 7 ans, 10 ans. Et sur cet horizon-là, vous le savez, BlackRock réactualise tous les trimestres ses anticipations de rendement sur les grandes classes d'actifs. Elles sont positives sur les marchés d'actions. Elles ont même été revues à la hausse du fait des performances réalisées cette année, mais aussi de perspectives qui restent raisonnablement solides pour les années à venir. Et donc de ce point de vue-là, voilà, si on s'affranchit de la question un peu piège du rallye de fin d'année, et si on la transforme en est-ce qu'il va y avoir un rallye décennal, on va dire sans forcément que ce soit un rallye très puissant, on peut s'attendre quand même à une bonne performance des marchés d'actions. Bon ben voilà, la fin d'année décryptée par Henri Chabanel. On se retrouve début 2023 pour faire le bilan de cette année 2022 et puis surtout se projeter dans cette nouvelle année, Henri. Bien volontiers. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.